Le socialisme en tant que système économique n'existe pas vraiment. Il n'y a pas, comme pour le libéralisme, une mathématisation du socialisme. Beaucoup d'économistes comme Charles Gide, Paul Lafargue, Gustav Schmoller ou Oscar Lange se sont cassés les dents sur une possible planification de l'économie. Mais il vaut mieux considérer le socialisme comme une volonté de socialiser la vie communautaire. Donc, de ne pas laisser les marchés agir seuls et gérer seuls les rapports humains. La vie n'est pas uniquement faite d'échanges marchands. La solidarité est ici omniprésente et la responsabilité est collective, partagée en fonction de règles qui sont préexistantes. Certains penseurs du libéralisme comme Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill ou John Maynard Keynes ont très tôt alerté sur les dérives de l'économie de marché. Les imperfections y sont nombreuses, du fait notamment de l'accumulation possible du capital en système capitaliste, que le marché réel, lui, n'est ni libre ni non faussé comme le réclame la théorie. De ce fait, il faut prendre en compte les inégalités produites par ce faux libéralisme. D'autres, évidemment, vont plus loin, sur les pas des Grecs de l'Antiquité, qui avaient déjà compris que l'accumulation était dangereuse pour la cohésion du peuple. On pourrait citer Gracchus Babeuf pendant la Révolution française, Saint-Simon, évidemment Marx et Engels, Proudhon. Tous ces théoriciens proposent d'attribuer la notion de rentabilité non pas à l'enrichissement individuel, comme c'est le cas pour le libéralisme, mais à l'enrichissement commun, au sens d'un bien-être collectif. À partir de là, le prix, qui indique l'équilibre entre la demande et l'offre de biens ou de services, va se trouver affublé de différents attributs qui vont le modifier, à la hausse comme à la baisse. Ces attributs, évidemment, sont essentiellement des critères sociaux ou environnementaux. Il s'agit d'écarter la misère en redistribuant une part des revenus primaires et d'établir des règles qui évitent que la production ne se fasse hors de l'objectif commun du bien-être collectif. Pour cela, il est nécessaire de limiter la puissance des entités privées et au besoin de contrôler par des instances collectives l'activité. Du fait, les associations, les mutuelles, les collectivités publiques sont privilégiées. Les biens et les services de première nécessité deviennent également prioritaires, subventionnés si nécessaire, ou carrément publics. Le travail, de son côté, est partagé pour éviter tout chômage, et la notion de temps libre ou de loisir prend de l'importance. On parle souvent dans l'économie socialiste de coopération ou de collectivisme, mais ces deux concepts ne sont pas premiers. Ce sont plutôt des conséquences du nouvel ordre des priorités dont je viens de parler. Ce qui change réellement dans la société socialiste, c'est le regard de l'individu porté sur le travail. La notion de réussite sociale n'est plus individuelle, mais collective. On ne travaille plus pour s'enrichir individuellement, pour profiter d'un surplus de richesse qui nous permettrait d'accéder à des biens rares, peu partageables. On travaille pour donner du sens à la vie, notamment collective. Ce qui n'empêche pas, évidemment, en parallèle, d'avoir des hobbies et de réaliser un projet personnel qui nécessite peut-être d'acquérir une certaine richesse. Alors, quelles sont les conditions pour mettre en place une économie socialiste ? La première, c'est que l'information, les réseaux, transport, communication, l'énergie, le logement, l'éducation, la santé, la sécurité doivent être accessibles à tous à prix coûtant
et équitablement répartis sur le territoire. Cela impose donc d'avoir une fonction publique forte et efficace. La seconde condition, c'est que les profits privés doivent servir prioritairement à améliorer le bien-être collectif, avant le bien-être individuel. Ce qui impose une solidarité qui s'exprime au travers d'impôts proportionnels aux gains et utilisés pour embellir la vie de tous, les riches comme les pauvres. Troisième élément, la production doit être analysée et doit se soumettre à des règles préventives de développement social et de protection de l'environnement, au risque d'ailleurs de limiter la rentabilité financière ou la compétitivité des entreprises. Cela impose particulièrement de mettre en place une forme de protectionnisme sur le territoire. Si les entreprises sont moins compétitives au plan international, il faut leur réserver sur le territoire un espace où elles vont pouvoir vendre leurs produits. Les prix doivent rester au plus près de l'équilibre entre l'offre et la demande, et donc ne pas être exagérément amplifiés ou diminués par la législation, par les normes ou par les principes d'ailleurs. Le socialisme, comme le libéralisme, n'affectionne pas beaucoup la bureaucratie ni même la planification. C'est ce qui fait, par exemple, qu'il n'a pas fonctionné en URSS, entre autres. En résumé, le socialisme exige une certaine cohérence sociale, ainsi qu'une responsabilité collective des producteurs et des consommateurs. On voit que dans la réalité, une économie socialiste n'est jamais pure, comme le libéralisme d'ailleurs. Dans les systèmes économiques réels, les choix qui sont faits sont un mélange des deux options, social-libéral ou libéral-social. La France d'avant 1983 était plutôt social-libérale, celle d'après 1983 est devenue libérale-sociale. Au final, le socialisme est une économie qu'on pourrait dire de civilisation, une économie de société intelligente qui se préoccupe d'une certaine harmonie et moins finalement de rentabilité financière. La production suit un objectif de développement collectif, harmonieux, respectueux du vivant. Et pour la planète, par exemple, la mondialisation via l'OMC devrait adopter une économie socialiste et faire que les échanges entre les nations soient bénéfiques à tous. On peut aussi voir dans le socialisme une société de l'être dans laquelle la personne est reconnue pour ce qu'elle est et ce qu'elle donne aux autres. La société socialiste est une société donc principalement humaine, civilisée, intelligente, où l'apparence et la compétition s'effacent au profit du dialogue et de l'entraide.